le film et puis ensuite j'appellerai Philippe à monter sur scène. Je suis né à Orléans et j'ai mes racines en Corse, à Ucciane, dans la montagne. Mes grands-parents, des fonctionnaires et des ouvriers devenus patrons grâce à l'école. J'ai 4 enfants et chaque matin je pense à leur avenir. Je ne suis pas le plus connu mais je suis celui qui vous comprend. Je m'appelle Philippe Juvin. Je suis médecin et toute ma vie j'ai travaillé avec des personnes dévouées au service des autres, des femmes et des hommes engagés qui protègent, éduquent, soignent, servent et aident nos compatriotes. Leur tâche est immense car la souffrance s'amplifie chaque jour. Parallèlement à ma vie de médecin, je suis maire. Depuis 20 ans, j'ai été député européen pendant 10 ans. J'ai même été militaire en Afghanistan contre les talibans. Toutes ces expériences, je veux les mettre au service de notre pays. Cela fait 40 ans que la France est malade. Comme médecin et comme maire, je vois que nous sommes devenus plus pauvres que nos voisins, que nos services publics ferment, que l'État est de plus en plus directif et de moins en moins efficace. Nous ne sommes plus protégés, la violence explose partout. Même notre air et notre alimentation se dégradent. Et pendant ce temps-là, que font les hommes politiques? Ils commentent. Ils proposent toujours les mêmes vieilles recettes. Pour eux qui seront toujours à l'abri, la politique, c'est d'abord une rente. Cela a assez duré, nous devons tout changer. Il est temps de reprendre le contrôle sur cette bureaucratie qui nous étouffe, sur ces décisions qui se prennent toutes à Paris, sur ce mépris pour tous ceux qui ne viennent pas de la bonne école ou du bon quartier. C'est pour apporter des solutions que je suis candidat à l'élection présidentielle. Je mettrai fin au désordre, je redonnerai à la France sa place dans le monde, je simplifierai toute cette norme et paperasse qui nous asphyxie, je moderniserai les services publics, je reconstruirai notre recherche et notre industrie qu'ils ont bradée, j'accélérerai la transition écologique et j'améliorerai notre alimentation. Je lutterai contre l'ignorance et je réanimerai notre école. Je ferai en sorte que chaque Français ait un médecin pour se soigner et un toit pour s'abriter. J'aiderai d'abord ceux qui veulent s'en sortir. Je réconcilierai les Français. Je laisserai s'épanouir les talents de chacun. Je ferai confiance aux élus locaux, aux chercheurs, aux entrepreneurs, aux bénévoles, aux agriculteurs, à tous ceux qui se lèvent tôt, à tous ceux qui nous protègent, à tous ceux qui nous éduquent et à tous ceux qui sont sur le terrain. Le moment est venu, il est temps de reprendre le contrôle. Bien, j'appelle Philippe Juvin. Cher Philippe, à toi. Eh bien, mes amis, tout d'abord, je dois remercier la présidente du Conseil national ainsi que le président de notre parti d'avoir du goût. Parce que nous sommes réunis dans le plus beau département de France. Le département des Hauts-de-Seine, dont j'ai l'honneur d'être le président de la fédération. Et c'est un département qui aime la politique, voyez-vous. C'est le département de Charles Pasqua, c'est le département de Patrick Devedjian et c'est le département de Nicolas Sarkozy. Alors, oui, je vous le dis, vous êtes tous ici chez vous. Dans ce département, on aime la politique, on aime aussi la famille. Je n'ai jamais quitté notre famille politique et Dieu sait que les temps ces dernières années ne furent pas faciles, mais j'ai toujours considéré qu'il fallait avoir une colonne vertébrale et que parmi cette colonne vertébrale, il y avait l'appartenance à ma famille politique. Depuis quelques années, et particulièrement ces 2 dernières années, à quoi assistons-nous? Nous assistons à un spectacle de France qui tombe, avec des Français qui ne peuvent plus se soigner, une école qui ne remplit plus son rôle d'ascenseur social, une dette qui explose, des Français individuellement plus pauvres qu'ils n'étaient il y a quelques années. Et à côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit des hommes politiques qui font du commentaire, un gouvernement qui commente, qui a l'impression de n'être pas au courant des choses. On a entendu M. Véran il y a 3 jours, qui, regardant les 20% de lits indisponibles dans les hôpitaux de France, nous expliquait naïvement: nous allons étudier et essayer de comprendre pourquoi. Ce sont des gens qui ne sont pas dans la vie politique. Vous l'êtes, vous voyez les choses. Et vous avez compris que la France avait besoin d'une potion. Non pas une potion magique, mais une potion qui fasse que demain nous retrouvions la France que nous étions auparavant. Les hommes politiques, ils commentent. Ce gouvernement ne fait que commenter.
Et quand il ne commande pas, il est sûr de lui, il est content de lui. Et je me souviens, ce ministre qui expliquait à nos voisins suisses, comment il fallait gérer un budget. Vous savez, ça me rappelle cette discussion entre les ambassadeurs. Il y a l'ambassadeur de Suisse et il y a l'ambassadeur de France. Alors, l'ambassadeur de France demande à l'ambassadeur de Suisse, mais pourquoi avez-vous un ministère de la Marine? Et l'ambassadeur de Suisse lui répond, vous avez bien un ministère des Finances. Nous, notre sujet désormais est assez simple. C'est que devant cette France qui tombe, devant cette classe politique incapable d'apporter des réponses, ce gouvernement sans cesse content de lui, qui fait du commentaire, et Valérie l'a très bien dit tout à l'heure, nous débattons avec des contradicteurs le lundi, le lendemain mardi, le président de la République, sur la même durée de temps individuelle, fait sa déclaration en expliquant que tout va bien, Madame la Marquise. C'est ça, la différence de vision entre eux et nous. On nous demandait tout à l'heure de savoir pourquoi, finalement, Emmanuel Macron, nous en étions loin, nous en sommes loin, parce que nous avons compris que la France avait été grande et voulait de nouveau l'être. Je crois, moi, qu'il est important que nous, les candidats à cette primaire, eh bien, nous ayons non pas un catalogue de mesures à vous donner, mais une vision de la France. Cette vision de la France, selon moi, elle a 4 pans. Le premier des pans, c'est que nous devons mettre fin au désordre. La fin du désordre est la condition absolue de la réussite de la suite. Mettre fin au désordre de l'immigration. Pour faire simple, l'immigration n'est pas un droit. Et la France a le droit de décider qui vient sur son territoire. Cette question complexe, nous la traiterons avec fermeté et nous la traiterons avec humanité. On ne va pas se faire caricaturer sur l'immigration, mais on ne peut pas ne pas nous laisser dire que oui, la France a le droit de choisir qui vient sur son territoire. Et la question de l'identité qui est derrière. Moi, l'identité nationale, je veux qu'on comprenne que ce n'est pas une arme contre ceux qui viennent s'installer en France. L'identité nationale, au contraire, c'est un cadeau qu'on fait à ceux qui arrivent. Quand vous décidez de devenir français, quand vous décidez de venir sur notre territoire, vous devenez les gardiens d'une vieille histoire dont vous devez être fiers. Et je ne veux pas que celui qui arrive chez nous nous explique que tout ce que nous avons fait depuis des siècles ne vaut pas, est détestable. La France, moi j'en suis fier, je suis fier de son histoire, je suis fier de ses us et coutumes. L'immigration, elle vient en France et quand elle vient, eh bien, elle doit s'intégrer, elle doit s'assimiler, elle doit respecter nos us, elle doit respecter nos coutumes, elle doit respecter nos lois, mais elle doit respecter, plus franco que ça, elle doit respecter ce que nous sommes et ce que nous avons construit, le fameux legs indivi d'Ernest Renan. La fin du désordre, c'est la sécurité, bien entendu. Et pour faire court, que voulons-nous? Nous voulons que la peur change de camp. Charles Pasqua avait dit un jour qu'il fallait terroriser les terroristes. Eh bien, c'est ça. On y revient toujours. Ce n'est pas seulement les terroristes que nous voulons terroriser. Nous voulons que la peur change de camp et que les voyous et les petites racailles qui pourrissent la vie des innocents gens se disent « oui, le droit n'est pas pour nous, nous ne pouvons pas nous préoccuper de la manière dont nous allons être défendus, nous devons savoir que nous serons punis. » La certitude de la peine, mes amis, est plus importante que la sévérité de celle-ci. Il y a toujours, après une affaire de faits divers, un sous-secrétaire d'État ou un sous-ministre qui se croit plus intelligent qu'un autre et qui propose une nouvelle loi. Mais nous n'en voulons pas des nouvelles lois. Nous voulons simplement que le code pénal soit ouvert, soit lu, soit appliqué. Faisons déjà cela. Et vous verrez, la France ira mieux. L'immigration, la sécurité. Et puis l'ordre, c'est aussi les services publics. Moi, je crois en la droite des services publics. Pourquoi ? Parce que les services publics, c'est d'abord la chance que chacun soit traité pareillement sur le territoire. Et quand les services publics disparaissent, il y en a d'autres qui les remplacent. Et dans certains quartiers, ce sont des pseudo-imams qui remplacent les services publics. Comprenez que le séparatisme commence là, où les services publics disparaissent. Je pense que c'est une erreur de vouloir faire porter aux services publics une potion qui pourrait les affaiblir. Comment voulez-vous qu'alors que nous sortons d'une crise démente, où aujourd'hui 20
20% des lits d'hospitalisation sont fermés et qu'on ne peut pas tous vous soigner. C'est ça la réalité de tous les jours, comprenez-le. Il n'y a pas suffisamment de policiers, il n'y a pas suffisamment de juges. Comment voulez-vous qu'à ce moment-là, nous décidions d'affaiblir et de diminuer les services publics? Je vous le dis, je ne serai pas le candidat qui, dans les premières années, diminuera le nombre de fonctionnaires, parce que nous en avons besoin. Les services publics, c'est une deuxième chose. C'est la capacité d'être un pays prospère. Ne vous faites aucune illusion. Sans services publics qui fonctionnent, il n'y a pas de possibilité de France prospère. Quand vous avez 15% des enfants qui ne savent pas lire et écrire en 6e, il n'y a aucune chance que 20 ans plus tard, il y en ait un qui fabrique un vaccin ou construise une centrale nucléaire. Tout commence à l'école, tout commence dans des services publics modernes et efficaces. Je veux rendre les services publics modernes et efficaces. Premier pan de l'action politique, on met fin au désordre. Deuxième pan, on donne de la liberté aux Français. Il faut faire confiance aux entrepreneurs qui entreprennent, aux chercheurs qui cherchent, aux enseignants en leur donnant de l'autonomie, à toutes celles et ceux qui veulent exprimer leur potentialité. Nous devons être la droite qui fait confiance aux individus. On se posait la question de savoir pourquoi certains services publics fonctionnaient mieux qu'un autre et nous avons été plusieurs à citer cet exemple extraordinaire, Xavier, de l'hôpital de Valenciennes. Pourquoi ça marche à l'hôpital de Valenciennes? Parce qu'on a fait confiance aux fonctionnaires. A-t-on changé le statut de la fonction publique? Non. A-t-on aboli le code des marchés publics? Si compliqué? Non. On a fait confiance aux médecins et aux infirmières qui travaillent dans cet hôpital. L'hôpital était en déficit, il est en excédent. Il faisait de la mauvaise médecine, il fait de l'excellente médecine. Il y avait des postes vacants, tous les postes sont pourvus. C'est ça le secret des choses. Faites confiance aux individus et les individus vous le rendront. Les grandes révolutions des sociétés viennent du fait que les individus ont pris le pouvoir. Ne croyez pas à cette fable que l'État sait tout. Et l'État a réponse à tout. L'État, quand il sort du régalien, ma première vision de la société que je viens de vous décrire, il se trompe souvent. Et il n'est plus la solution, il est souvent le problème parce qu'il complexifie les sujets. Faisons confiance aux maires dans leur commune plutôt qu'à avoir à leur expliquer ce qu'il fallait faire. Et moi, je me souviens en tant que maire de ce coup de fil du préfet que nous avions le lendemain de l'annonce officielle faite par le Premier ministre ou le Président sur les mesures prises dans l'épidémie. Nous étions informés après tout le monde, nous les maires, alors que c'est nous, le Président du Sénat l'a dit, qui sommes la colonne vertébrale de la République. Et il n'y aurait pas eu les maires dans les Gilets jaunes. Il n'y aurait plus de République. Nous sommes la colonne vertébrale. Et moi, je renforcerai le pouvoir des élus locaux. Fin du désordre, beaucoup de liberté donnée aux individus. Et enfin, inventons un modèle de prospérité. La prospérité. Nous avons besoin de réenrichir le pays. Il ne sert à rien de promettre qu'on va redistribuer du pouvoir d'achat si on ne l'a pas créé. Voilà l'état de la richesse du pays. Et quand vous avez une petite richesse du pays, comment voulez-vous vous redistribuez ce qui est en réalité de la pénurie? Moi, je veux augmenter la richesse du pays. Je n'ai pas de baguette magique, mais je vais vous dire une chose. Je sais que pour redistribuer de la richesse, d'abord, il faut l'avoir produite. Et cette richesse, comment allons-nous la reproduire? La réforme des impôts de production, qui sont les impôts les plus idiots, qui obligent celui qui ouvre une entreprise à payer des impôts alors même qu'il a eu, avant même qu'il ait son premier client, 109 milliards d'impôts que payent les entreprises françaises. Comprenez une chose, c'est que les entreprises françaises payent à elles seules des impôts de production en quantité identique à tous les impôts de production payés par 23 pays de l'Union, Allemagne comprise. C'est comme si vous donniez un sac à dos plein de pierres à des entreprises françaises en leur disant « il faut maintenant que tu cours aussi vite que l'allemand, le polonais ou le belge ». Ce n'est pas possible. Libérons les entreprises, baisse massive, 35 milliards des impôts de production. C'est un impôt qui tue l'impôt. La question des retraites. Nous avons un système de retraite qui appauvrit celui qui paye, qui n'enrichit pas celui qui reçoit et qui appauvrit le pays. Je veux passer partiellement à un système de capitalisation collective. Avec un système de capitalisation collective, on donne les moyens au pays de préparer l'avenir. Pourquoi d'autres y arrivent et que nous n'y arrivons pas? Il nous manque ces outils-là. Enfin, l'enrichissement du pays, c'est un enrichissement intellectuel. 15%, vous l'ai-je dit, d'enfants qui ne savent pas lire et écrire. Comment voulez-vous un instant que le pays redevienne prospère? Il y a 25 ans, quand vous sortiez de l'école, vous aviez dans votre bagage 25 ans de vie professionnelle. Pendant 25 ans, vous saviez que vous pouviez vivre avec ce que vous aviez appris et vous alliez tenir 25 ans dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui,
quand vous sortez de l'école, vous en avez pour 5 ans. L'enseignement, c'est l'enseignement initial et c'est l'enseignement continu. La France a besoin en permanence de se former. Nous devons comprendre cela. Je souhaite par exemple que des diplômes puissent être délivrés par des entreprises. J'étais à Morlaix il y a quelques semaines et il y a quelques semaines, le chef d'entreprise qui fabrique des chaudières à gaz m'expliquait que les jeunes ouvriers soudeurs qui sortent de l'école n'ont jamais fait de soudure avec les appareils qu'ils utilisent, mais avec des appareils qui ne sont plus utilisés depuis 10 ans. Nous devons réformer notre système de formation, faire en sorte qu'il soit adapté au monde économique. C'est fondamental. Sans cela, nous ne créerons pas de richesse. Vous avez le droit d'applaudir. Un État qui fonctionne sur le régalien, efficace. 2, beaucoup de liberté, de la confiance en réalité donnée aux individus. 3, de l'enrichissement collectif, intellectuel et économique. 4, je veux des institutions représentatives qui fonctionnent. Vous allez me dire, c'est pas très original. Ça le devient. Parce que quand vous demandez à un comité Théodule tiré au sort ce qu'il pense de la vaccination, à un autre encore plus tiré au sort, quoique sur le climat, vous vous dites à quoi sert la représentation nationale? À quoi servent les conseils municipaux? Puisqu'on est obligé en permanence de demander l'avis à des gens qui n'y connaissent rien, qui sont tirés au sort, même si parfois je m'interroge sur les effets du tirage au sort, quand je vois que sur la Convention citoyenne pour le climat, personne n'était pour le nucléaire. C'est le seul endroit en France où j'ai découvert des gens qui parlent du climat, mais qui jamais ne parlent de nucléaire. Alors voilà, mes amis. J'ai été député européen 10 ans, ça a été un grand honneur que m'a fait mon parti politique. Et là-bas, n'est-ce pas Nadine, quand on parle, on a le droit à 60 secondes, alors quand on se libère et qu'on est dans les Hauts-de-Seine et en France, on parle plus longtemps. Je vais conclure sur cette anecdote que j'ai racontée durant un des débats. C'était quand j'étais député européen. Je me souviens du matin où il y avait un pays qui s'appelait la Grèce, qui avait plus de médecins, comme nous aujourd'hui, qui avait des fonctionnaires qui étaient mal payés ou pas payés. C'est nous en réalité, puisque nous payons les fonctionnaires à crédit, en tirant des traites sur l'avenir. Bref, il y avait un pays qui s'appelait la Grèce et qui est aujourd'hui le pays qui s'appelle la France. Ce pays qui s'appelait la Grèce se réveille un matin et le port du Pirée, le port historique de Périclès, est vendu à des Chinois. Moi, je ne veux pas me réveiller demain et apprendre que les centrales nucléaires, et apprendre que le Mont-Saint-Michel, et apprendre que nos TGV ont été vendus à des Chinois, à des Américains, par le FMI, par la Banque Centrale Européenne, ou que sais-je. Il y a une chose que vous devez avoir en tête, c'est qu'au fond, le plus important dans cette campagne présidentielle, c'est la chose suivante. Voulez-vous que nous existions toujours ? Il est certain que quand un pays tombe, comme un pays tombe aujourd'hui, comme nous tombons collectivement, il y a forcément un modèle qui succède au modèle passé et qui est ruiné. Nous avons un modèle qui tombe et qui disparaît. Le futur modèle de prospérité, il existera forcément. La seule question est de savoir qui va le définir. Voulez-vous que nous le définissions, nous, Français, ou voulez-vous le voir imposé, comme les Grecs se l'ont vu imposer il y a 10 ans, par d'autres? En 1944, quand les Américains débarquent en Normandie, ils débarquent avec une monnaie. Cette monnaie, elle est imprimée et elle doit avoir cours sur le territoire national. Le général de Gaulle s'y oppose et il dit « pas question ». Pourquoi le général de Gaulle a-t-il la force de s'opposer à cette monnaie amenée par les Américains, apportée par les Américains? Pour une raison très simple. C'est que depuis 2 ans, le gouvernement d'Alger a travaillé. Et le gouvernement d'Alger a mis au point un projet de société. Ils se sont dit, les femmes et les hommes de là-bas, non, nous n'allons pas reprendre le projet de développement économique et social, notre mode de vie d'avant la guerre. Nous devons inventer un nouveau projet de prospérité. Bien, c'est justement parce que les Français se sont unis à ce moment-là et ont défini eux-mêmes le modèle de prospérité, qu'ils sont assez forts pour l'imposer. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous soyons capables ensemble d'imposer à ceux qui veulent nous l'imposer de l'extérieur notre propre modèle de prospérité. Perfit, dans son livre « C'était de Gaulle », raconte cette anecdote. « Mon général, demande-t-il le général de Gaulle, croyez-vous que la France existera toujours ?» Et le général de Gaulle ne répond pas tout de suite, ce qui signifie que la question n'est pas évidente. Au bout de quelques secondes, le général de Gaulle répond probablement, à condition qu'elle le veuille. Je vous propose, mesdames et messieurs, qu'ensemble, nous le voulions. Vive la République et vive la France! Combien de temps vous dites ?
Bien, merci, merci cher Philippe. Alors, une première question, je voudrais revenir sur un sujet que tu as abordé rapidement, c'est celui des communes. Tu es maire, tu l'as rappelé dans ta très riche expérience, tu es maire de la Garenne-Colombes et je voudrais en profiter pour rappeler à quel point les communes ont été depuis une dizaine d'années malmenées. Et je pense que c'est une petite révolution dont on n'a pas encore fini de mesurer les conséquences. On les a privées d'autonomie financière. On leur a retiré des compétences. Emmanuel Macron les a méprisés en considérant que les maires étaient une association de lobby, je crois. Et il a essayé de les instrumentaliser tout récemment encore avec l'élection du président de l'AMF en succession de François Baroin. Donc on voit bien que dans le même temps, ces communes s'y attaquaient, s'y fragilisaient, et qui sont pourtant, comme le dit le président Larcher, la petite République dans la grande, eh bien, elles se sont montrées absolument indispensables au moment de la gestion de la crise. Et dans tous les baromètres d'opinion, vous le savez, le maire demeure l'élu le plus proche de la population, le mieux aimé de tous. Ça veut dire quelque chose. En plus, les communes nous rattachent à notre histoire profonde. Les communes sont les héritières des paroisses, donc tout ça participe de l'identité de notre pays. Alors la question que je voudrais te poser, mon cher Philippe, est la suivante. Tu as dit, je veux redonner du pouvoir, ou je veux donner davantage de pouvoir aux communes, dans un paysage territorial tellement compliqué, ce qu'il est convenu d'appeler le millefeuille territorial. Comment vois-tu les choses? Y a-t-il des évolutions que tu voudrais porter? Et notamment, parce que j'aurais pu aussi te poser cette question en matière de santé, puisque dans tous les questionnaires qu'on livre aux Français, la question de l'accès aux soins est une question absolument fondamentale et vous avez été plusieurs à dire à quel point c'était un sujet majeur auquel il fallait apporter des réponses. Alors voilà, deux questions en une, mais elles sont liées dans la mesure où les maires déploient aussi beaucoup d'énergie pour améliorer l'accès aux soins dans leur commune. J'ai été élu maire il y a 20 ans dans ce beau département des Hauts-de-Seine, vous avez compris. Et il y a 20 ans, je me présente, je fais le tour des maires, et puis je vais me présenter, vous savez, je débarque, je débute. Et Patrick Devedjian, à l'époque, me reçoit, me dit oh, il y a beaucoup trop de strates administratives. C'est vrai, il y avait la commune, le département et la région. 20 ans plus tard, il y en a 5. Et depuis des années, on a multiplié les lois de décentralisation, qui sont en réalité des lois de recentralisation, où on a retiré aux communes du pouvoir en prétendant leur en donner. Et il y a une sorte d'ailleurs d'abus de langage que vous observerez. On a remplacé le mot commune par le mot bloc communal, ce qui est une manière habile en fait de déshabiller les maires. Moi je crois que le demi-million de conseillers municipaux de France, c'est un demi-million de gens qui sont disponibles 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, à disposition de leur population. Moi, je ne veux plus qu'on supprime les communes. Pendant des années, on a dit qu'il faut faire comme l'Allemagne, regrouper les communes. C'est une erreur. Le maire et les conseillers municipaux, mes amis, ce sont les seules relations des gens qui n'ont pas de relations. Vous avez tous des relations. Donc, je veux mettre fin aux disparitions des communes. Évidemment, les intercommunalités sont indispensables, mais je souhaite qu'elles soient basées sur le libre choix des communes. Que non seulement les intercommunalités, les communes choisissent ou pas d'y aller, mais, je vais aggraver mon cas, choisissent librement les compétences qu'elles veulent y mettre. On ne peut plus avoir d'intercommunalité qui nous noie. Donc oui, je veux redonner du pouvoir aux communes. C'est très important. Sur les déserts médicaux, écoutez, on ne trouve plus un médecin généraliste, essayez de trouver un spécialiste, essayez de trouver un psychiatre, essayez de trouver un gynécologue, essayez de trouver un psychiatre pour enfants, la maladie mentale de l'enfant. Il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Alors, ce n'est pas qu'il n'y en a plus, mais il n'y en a pas suffisamment. Donc moi, ma proposition est très simple. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici, on a essayé en fait de gérer la pénurie. Il n'y en a pas suffisamment. Ma proposition première, c'est dès l'année prochaine, je double le nombre d'étudiants en médecine en deuxième année de médecine. Il y en a 100 dans une faculté qui doivent passer, il y en aura 200 dès septembre prochain. C'est vrai, ça aura des effets dans 10 ans, mais depuis le temps qu'on dit dans 10 ans, on l'aurait fait il y a 10 ans, le problème on commencerait à être réglé. Deuxièmement, je multiplie par 2
le nombre d'infirmières et d'aides-soignantes formées. Pourquoi les infirmières? Parce que je veux aussi m'appuyer sur les infirmières en ville. Vous avez une maladie chronique, un diabète par exemple, ou une hypertension artérielle. 2 fois par an, vous allez voir votre généraliste pour qu'il vous prenne la tension, il vous pose quelques questions, il vous renouvelle l'ordonnance. Eh bien, c'est du temps qui pourrait être en réalité passé par une infirmière spécialisée qui ferait 1 an d'études dans cette pathologie-là et qui libérerait du temps à votre généraliste. Enfin, 3e mesure, mais j'en ai bien d'autres, mais le temps est limité, c'est que chaque année, 3600 jeunes généralistes arrivent sur le marché du travail. Ma proposition est très simple. Il y a 3 ans, nous, dans les hôpitaux, je travaille dans un hôpital qui est situé à proximité de ce centre des congrès, l'hôpital européen Georges Pompidou, nous avons les mêmes difficultés de recrutement dans les hôpitaux. Eh bien, on a créé ce qu'on appelle les docteurs juniors, c'est-à-dire toutes les spécialités, sauf les généralistes. C'est très important. On leur demande de faire leur dernière année d'internat alors qu'ils sont docteurs en médecine, très important, dans nos services. Comme ça, ils parfaitent leur formation et ils nous aident à faire fonctionner le service. Je ne vous cache pas que pour la garde du 25 décembre, je suis très content qu'il y ait un docteur junior dans le service. Eh bien, nous allons faire pareil. Je vais faire pareil avec les médecins généralistes. Ils feront 1 an de plus d'internat, 1 an de docteur junior. Cette année de docteur junior, ils ne la passeront pas dans les hôpitaux, mais ils les passeront dans vos maisons de santé, pluridisciplinaires. Et regardez le ratio. 3600 généralistes tous les ans qui sortent. Il y a 3800 généralistes qui sortent, il y a 1600 maisons médicales en France. Je garantis donc, à partir du 1er novembre prochain, puisque l'année universitaire se finit en novembre en médecine, que dans chaque maison pluridisciplinaire de France, vous aurez 2 médecins qui viendront pendant 1 an aider votre population et la soigner. Au bout d'1 an, ils s'installeront où ils voudront et 1 an plus tard, d'autres de la génération suivante arriveront. C'est comme ça que je commencerai à régler le problème des déserts médicaux. Cher Philippe, je voudrais t'interroger sur notre démocratie. Notre démocratie est malade et ce qui fera sûrement la force de notre famille politique et de notre candidate ou candidat demain sera d'être lucide sur l'état de santé de notre démocratie. D'abord, c'est cette montée inexorable de l'abstention, le décrochage quasi systématique des moins de 30 ans lorsqu'il s'agit de se mobiliser pour les élections. Personne, nulle part, et pas en particulier les héritiers du général de Gaulle, ne peuvent se réjouir de cette idée du décrochage démocratique d'une partie de nos concitoyens. Notre démocratie va mal parce qu'Emmanuel Macron a contribué à l'abîmer. Depuis le début de la crise sanitaire, ce sont plus d'une centaine d'ordonnances qui ont été prises par le gouvernement et qui n'ont pas été contrôlées comme elles le devraient par l'action du Parlement. Notre démocratie, elle est malade, tu l'as dit, parce que ce dirigisme installé par Emmanuel Macron, qui a consisté à faire sauter toutes les strates de notre société, tous les corps de la société qui représentaient notre démocratie, il a voulu les balayer d'un revers de la main. Nous sommes les héritiers de la Ve République. Il est donc sûrement plus difficile pour nous que pour d'autres de devoir rénover des institutions. Est-ce que tu penses que c'est aujourd'hui le moment de le faire? Et si c'est le moment de le faire, comme je crois que nous sommes quelques-uns à le faire, comment réussir ce défi de rénover nos institutions, cet outil de la démocratie pour mieux la faire vivre, en restant fidèle à l'esprit de la Ve République, du gaullisme et du régime présidentiel, mais en permettant à nos concitoyens de davantage s'y retrouver? C'est une question qui est absolument clé. Si l'on prend l'exemple de l'épidémie qui vient de se dérouler, et dans laquelle nous sommes encore d'ailleurs, c'est très intéressant de noter que les pays qui s'en sont le mieux sortis sont les pays qui ont le plus fait confiance à leurs concitoyens et où le débat démocratique a été vigoureux. Il y a, pour ceux qui s'intéressent, un article à lire, je vous donne la référence, revue Commentaire, août 2020, par Nicolas Bavrez. Et il donne une analyse de la vertu de la discussion et de la dispute intellectuelle. Je crois à la vertu de la dispute intellectuelle. Quand je suis arrivé au Parlement européen à Strasbourg, j'ai été très troublé. C'est un Parlement où il n'y a pas de majorité. C'est affreux pour nous, parce que nous vivons avec le souvenir maudit de la 4e République. Et j'ai découvert la vertu de la discussion et du compromis. Quand personne n'a la majorité, vous êtes obligés pour voter une loi, forcément, de vous accorder les uns avec les autres, bref, de discuter. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une acutisation du système qui fait que tout procède du président de la République. Ça ne peut pas marcher. Vous vous rendez compte que vous étiez chez vous, de votre poste de télévision, et vous attendiez
Le jeudi soir, souvent, ça arrivait que le président décide « oui, on va ou pas vous confiner ». Personne, une minute avant, ne savait ce qu'il allait dire. Est-ce que vous connaissez une seule organisation humaine où l'on puisse procéder ainsi? Moi, je n'en connais pas. Si nous faisons ça dans nos conseils municipaux, dans nos conseils régionaux, Xavier et Valérie, si nous faisons ça dans nos conseils départementaux, mon cher Georges Siffredi, que je salue, président du département, eh bien, ça ne peut pas marcher. Faites ça dans votre entreprise, ça ne peut pas marcher non plus. En fait, nous devons réapprendre à faire confiance aux autres. Dans le code de déontologie médicale, il y a une très belle phrase. « Je ne trahirai jamais votre confiance ». Cette phrase-là, ça doit être la phrase qui nous anime. La vertu de la confiance, c'est la vertu démocratique première. Quand le peuple n'a pas confiance dans les gouvernants, les gouvernés ne lui font pas confiance. À Séoul, au plus fort de la crise, il y avait très peu de morts. Ils n'étaient pas en train de confiner. Et un journaliste a demandé à la maire de Séoul, « Madame la maire, pourquoi ça marche chez vous? Vous avez plus de lits de réanimation, plus de masques, plus de tests ?» Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond « Non, chez nous, ce qui marche, c'est la confiance. Les gens nous croient, quand on dit quelque chose, on le fait. Quand on s'est trompé, on le dit et on s'excuse. Là, nous avons eu l'absence de mea culpa. Nous avons eu absolument le contraire. Je crois que nous devons réinventer une manière de faire de la politique et une parole publique moins descendante, plus partagée. C'est d'ailleurs pour ça, et je reprends la question d'Annie tout à l'heure, que la décentralisation est évidemment un moyen de faire revivre la démocratie, parce que c'est au niveau des centralisateurs que le débat ne peut pas être tronqué. Nous ne pouvons pas échapper, nous, les élus locaux, à nos électeurs. Merci. On commence les questions avec le micro jaune, s'il vous plaît. Bonjour, fonctionne. Bonjour Monsieur Juvin, merci pour cette intervention. Romain, ici. Je vous vois. Donc de l'Isère, élu conseiller national de l'Isère. Ma question, c'est par rapport aux impôts que je vais vous la poser. Moi, je suis chef d'entreprise et cadre d'entreprise, j'ai 2 travails. Aujourd'hui, avec mon épouse, on a décidé de vendre nos appartements parce qu'on a le droit à une chose dans la classe moyenne, payer, payer, payer. Demain, on aura des enfants certainement et j'aurais envie de leur transmettre quelque chose, forcément. Ma question elle est simple, est-ce que vous allez revenir sur ce qu'avait fait le président Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un allègement des impôts de droit de succession, voire une annulation? Et qu'est-ce que vous allez faire pour nous, la classe moyenne, où on a juste un droit, hein, c'est celui de payer, et le droit d'être confronté à toutes ces minorités qui veulent tout, à qui on donne tout, et puis à nous, on est un peu les oubliés, on a le droit de payer pour elles. Voilà. Merci. Bravo, bravo. Je partage comme vous cette idée que quand on travaille toute sa vie, on a le droit de transmettre le fruit de son travail qui a été taxé de multiples fois. De multiples fois. Quand vous constituez un patrimoine, vous avez été taxé quand vous avez gagné de l'argent, vous avez été taxé quand vous avez acheté le patrimoine, quand vous l'avez entretenu, bref, à toutes les étapes. Et donc, moi, je ne souhaite pas, enfin, je souhaite que chaque Français et chaque Française puisse transmettre son patrimoine, que ça soit d'ailleurs un patrimoine d'entreprise ou un patrimoine particulier. Et évidemment, je veux, et là, je rends justice à Éric Ciotti, qui est le premier dans ce débat de la primaire à l'avoir dit. Je crois que nous ne pouvons pas accepter, nous, la droite, qui croyons à la liberté, cet impôt sur la mort. Donc, je reviendrai sur cette taxation scandaleuse des impôts de succession. Oh. Monsieur là-bas, c'est ça? Monsieur en rouge? Oui, alors, oui, monsieur en orange, le micro orange. C'est de l'orange? Oui. C'est pas du rouge, pardon. Bonjour, Bertrand Giraud, je viens de la Charente-Maritime, 3e circonscription, dont je suis le délégué. Monsieur Juvin, vous avez été le seul à parler de démographie en Afrique en reprenant les mots de Nicolas Sarkozy et de Jean-Louis Borloo. Est-ce que vous privilégiez l'investissement en Afrique au détriment de l'investissement pour les Français? Alors c'est vrai que dans les débats, quand on a parlé d'immigration, j'ai dit une chose très simple. C'est que moi aussi, je veux des règles pour que l'immigration ne soit pas, la France ne soit pas comme un supermarché où l'on rentre et chacun choisit de venir et de faire ce qu'il veut. La France a des frontières et ces frontières, elles doivent être respectées dans le cadre de nos traités, cela va de soi.
Je suis favorable, par exemple, à la disparition de toute aide sociale non contributive à toute personne qui entre sur le territoire pendant les 5 premières années. Il va de soi qu'on ne peut pas avoir accès à diverses allocations dès lors qu'on n'a pas contribué à la richesse générale d'un pays sur ces allocations non contributives. Je crois d'ailleurs que toute personne qui arrive sur le territoire national ne peut pas avoir accès à un logement social pendant 5 premières années. Enfin, vous voyez la difficulté que nous avons à obtenir des logements sociaux pour tous, donc ce n'est pas possible. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est que toutes les mesures que nous prendrons, elles seront vaines, mes amis, vaines, si on ne s'intéresse pas à la question de l'origine de l'immigration. Le Nigeria, c'est ce que j'ai dit à la télévision, aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique dans 20 ans. À votre avis, que va faire le père ou la mère d'un enfant malade au Nigeria si cet enfant, pour survivre, doit prendre un médicament qui est au nord, chez nous, et pas chez lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son enfant sur son dos, il va franchir à pied toute l'Afrique, il franchira coûte que coûte la Méditerranée, et il arrivera en France. Et pourquoi il le fera? Parce que vous le feriez aussi. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et moi, je pense que nous devons absolument nous attaquer à ce problème des infrastructures en Afrique. Jean-Louis Borloo y a travaillé. Nadine Morano connaît parfaitement cette question également. Nous devons comprendre que le développement des infrastructures en Afrique qui va permettre de stabiliser les peuples africains en Afrique, c'est de notre intérêt. Si de plus nous avons quelque intelligence, parfois nous n'en sommes pas dépourvus, les Européens. Parfois nous sommes un peu naïfs, mais parfois nous arrivons à ne pas l'être totalement. Si ces travaux d'infrastructure, en plus, peuvent être faits par des entreprises européennes et françaises, je rêve, extraordinaire, ça serait absolument formidable et nous gagnerions sur tous les tableaux. Mais ne croyez pas un instant que ce n'est en n'ayant que des politiques chez nous que nous en tirerons. Ce n'est pas vrai. On peut vouloir le croire parce que c'est intellectuellement confortable, mais c'est faux. C'est tout simplement faux. Alors comment on le finance? Eh bien, au niveau européen, dans les 6 prochaines années, il y aura 200 milliards d'euros sur les fonds du Fonds de développement économique et régionaux, ce qu'on appelle les FEDER. Les présidents de région le savent, qui sont des fonds européens très importants pour le développement des régions. Eh bien, moi, j'assume que la moitié de ces fonds doivent être utilisés pour investir massivement et construire une Afrique d'infrastructures pour faire en sorte que les Africains restent en Afrique, puissent y vivre, se faire soigner et être éduqués. Nous avons intérêt à participer à cet effort pour limiter notre immigration et empêcher que d'autres, je pense à nos amis chinois, y mettent un pied et eux se chargent de développer l'Afrique. Et là, si eux, ils y arrivent, vous verrez, ça sera une autre paire de manches. Bien. Le micro bleu, s'il vous plaît, madame. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Karine Torossian, déléguée de la 3e circonscription du Val d'Oise. Philippe Juvin, vous vous distinguez des autres propositions des autres candidats qui souhaitent notamment baisser le nombre de fonctionnaires. Alors, vous n'y êtes pas favorable, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Or, comment faire pour renforcer nos services publics auxquels nous tenons tant? Comment les rendre plus modernes, plus efficaces, et tout cela en tenant compte de la dette? On n'en parle plus, comme si on avait oublié les finances, la question des finances publiques. Comment faire en même temps pour renforcer, pour améliorer la situation des finances publiques, et tout cela sans supprimer de fonctionnaires, de postes de fonctionnaires? Merci. Madame, vous avez raison. J'assume ce que vous venez de dire. Vous savez que dans la fonction publique hospitalière, les hôpitaux publics, vous n'allez pas me croire, mais je vous le dis quand même parce que c'est la vérité, il y a autant d'équivalents temps plein de médecins, hors interne, que d'équivalents temps plein d'administratifs. Autant. Autant d'administratifs que de médecins. Je pense qu'on est chez les fous. Alors vous allez me dire peut-être que c'est nécessaire qu'il y ait beaucoup d'administratifs pour bien faire fonctionner un hôpital. Pourquoi pas? Vous savez, dans l'armée américaine, il y a un combattant pour 9 logisticiens. Donc on peut tout imaginer. Eh bien, il se trouve que l'année où cette donnée a été publiée, en 2016, elle n'a pas été republiée depuis, en 2016, eh bien, la même étude a été faite par le même organisme d'État, l'adresse, sur les cliniques privées. Et dans les cliniques privées, le ratio, c'est 3 médecins pour un administratif. Et je vous assure qu'ils sont aussi bien soignés.
Évidemment, les pathologies sont plus compliquées, il y a des missions qui n'ont pas, etc. 3 pour 1, 1 pour 1. Nous avons donc beaucoup de marge. Moi, ce que je veux, je vous l'assure, aujourd'hui, nous ne sommes pas en état de diminuer le nombre de fonctionnaires et je ne le diminuerai pas. En revanche, je veux qu'il y ait plus de fonctionnaires au contact du public. Plus de fonctionnaires à l'hôpital pour vous soigner, plus de fonctionnaires dans les maisons de retraite pour donner à manger et donner une douche. Interrogez-vous. Comment une aide-soignante qui doit donner à manger à quelqu'un qui n'arrive pas à déglutir, ce qui est banal pour quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, à qui il faut 1 heure pour déjeuner, comment une aide-soignante peut-elle donner à manger à 25 personnes quand elle est seule? Est-ce que vous ne croyez pas que dans les maisons de retraite médicalisées, il se passe des choses que vous préférez ne pas savoir parce que nous n'avons pas suffisamment de personnel? C'est ça la réalité des choses. Combien de fois, en tant que maire de la Garenne, ai-je entendu un de mes concitoyens venir me voir en disant « j'ai appelé la police » et qui me répond qu'il n'y avait pas de véhicule disponible et donc ils ne sont pas venus? Combien de fois je vois un bureau de poste qui ferme et on nous dit « ah mais c'est pas grave, on va le rencontrer, on va le remplacer par une petite agence municipale payée d'ailleurs par le maire et plus par la poste ». Bref, je crois, tout simplement, parce que je vois les choses, madame. Je les vois comme maire. Je les vois comme médecin hospitalier. Je l'ai même vu comme militaire en Afghanistan, où nous n'avions que 2 hélicoptères, à la fois pour aller chercher les blessés sur le champ de bataille et transporter les soldats. C'était une sorte de paupérisation générale. Eh bien moi, je n'en peux plus de cette paupérisation. Donc je ne baisserai pas le nombre de fonctionnaires, j'augmenterai le nombre de fonctionnaires par redistribution et au contact du public. Et par exemple, à l'hôpital, c'est très simple, je diviserai par 3 le nombre d'administratifs à l'hôpital public. Et ces postes en moins, je les utilise, c'est pour ça que je ne baisse pas le nombre global de fonctionnaires, pour payer des gens qui sont au contact des patients. Et enfin, pour augmenter le pouvoir d'achat des infirmières et des aides-soignants, qui aujourd'hui n'en peuvent plus, sont crevés, sont usés et gagnent des clopinettes, eh bien je tirerai les conséquences. Quand dans un hôpital, il y a 20% des postes qui ne sont pas pourvus, eh bien la masse salariale qui n'est pas utilisée, elle sera redistribuée à ceux qui font 2 ou 3 fois plus de travail. C'est comme ça que je vois les choses. Oui, donc je ferai en sorte que les services publics soient de nouveau une valeur de la droite. Merci. Le micro rouge. À vous, monsieur. Alors, il est rouge ou orange, lui? Oh, je ne sais pas. Écoute, de loin, franchement, c'est pas facile. Bon, monsieur, l'orange est rouge, allez-y. Voilà, allez-y. Bonjour Monsieur Juvin, je m'appelle Radouane, je suis le responsable départemental des jeunes républicains du territoire de Belfort. Je voulais vous poser une question sur la sécurité. Certains de nos quartiers sont devenus de véritables ghettos. Bien sûr. La police, les pompiers se font caillasser. Il n'y a plus d'ordre dans ces quartiers. Quand les pompiers ou la police se font caillasser, c'est la République entière qui se fait attaquer et ça, nous ne l'accepterons jamais. Vous avez Quelle raison. proposition formulez-vous à cet égard? Vous avez absolument raison, monsieur. Est-ce que certains d'entre vous ici ont vu le film Bac Nord? Ben, ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y. Hein. Les 3 premiers quarts d'heure. Il se trouve qu'à la Bac Nord, à Marseille, ma chère Valérie, il se trouve qu'un des policiers est un ancien de la Bac de la Garenne-Colombes. Donc vous voyez, nous avons des relations. Et il m'explique que c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Et je veux bien les croire. Qu'est-ce que je ferais? Ben, c'est assez simple. La philosophie est de faire en sorte que quelqu'un qui commet une infraction sache que systématiquement il sera poursuivi. Dans ma commune, j'ai de multiples exemples de voyous qui sont mineurs et que la police attrape. Et puis on leur fait la morale. Ça s'appelle rappel à la loi. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois. Ça ne sert à rien. Moi, je verrais les choses différemment. Premier rappel à la loi, 100 € d'amende. Deuxième rappel à la loi, 200 € d'amende. 10e rappel à la loi, 1000 € d'amende. Le rodéo, je confisque le scooter ou la moto. Le mariage qui bloque toute la rue, je confisque les voitures. Il faut que nous ayons une vision opérationnelle et agile des choses. C'est ainsi que nous agirons. De la même manière, la prison. Madame Belloubet, digne successeur de Madame Taubira, la bien nommée. Oui, je vois que Taubira, ça marche toujours quelques années plus tard, nous avons de la mémoire. A supprimé les petites peines de prison, les petites peines. Vous voyez, les peines de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours. Et moi, je les rétablirai, ces petites peines. C'est pas ça qui va faire en sorte que les prisons sont encombrées. Si vous restez 3 jours, ça n'encombre rien du tout. Mais vous avez vu la tête d'un adolescent quand vous lui supprimez son portable durant une demi-heure. Il fait une crise d'épilepsie.
Et bien là, quand il l'aura eu supprimé pendant une semaine, je peux vous assurer que la prochaine fois, il fera en sorte de ne pas aller en prison, parce que c'est très désagréable de ne pas avoir de portable pendant une semaine. Voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. Alors évidemment, il faut augmenter le nombre de places de prison, et évidemment, je le ferai. Mais vous comprenez, ça va prendre 10 ans. Parce qu'il faut 10 ans pour faire une place de prison, vous ne faites pas d'illusions. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que nous ayons des actions immédiates. Nous serons jugés dans les 6 mois. C'est bien cela qu'il faut comprendre. Jean-François Copé m'avait expliqué que quand il avait été élu maire de Meaux, il n'avait pas d'argent. Meaux n'était pas en très bon état. Et donc il avait voulu, dans le premier mois, montrer qu'il tenait sa ville. Et il avait, m'avait-il dit, repeint toute sa ville. Il m'a dit, ça ne coûte pas cher, mais en revanche, en un mois, tous les gens avaient vu que j'étais là. Ben, nous, c'est pareil. On va repeindre la France. Et on va la repeindre avec des mesures comme ça. Bien, on poursuit avec le micro jaune. Merci beaucoup. Yannick Billiou de la Fédération 35 en Bretagne. Donc j'ai été en laboratoire hospitalier de 2003 à 2016 pour partir ensuite créer mon entreprise. Pourquoi je suis parti? Parce que nous avons malheureusement été 2 personnes sur 15 à y faire un burn-out. Paradoxal qu'un lieu destiné à nous soigner peut devenir aussi un lieu de souffrance au travail, malheureusement. Quelle est votre vision des 35 heures à l'hôpital et que pensez-vous des agences régionales de santé? Faut-il les supprimer, les réformer? Merci beaucoup. Ce que vous décrivez, monsieur, est évidemment la vérité. Et ça s'est aggravé. Ceux qui sont intéressés par la question, je les invite à aller chercher sur Internet le rapport du Conseil scientifique du 5 octobre dernier, qui décrit l'état dans lequel sont les soignants en France actuellement. 2 tiers des soignants qui travaillent dans les réanimations sont en situation d'anxiété ou de dépression. 2 tiers. Moi, dans mon service, j'ai des infirmières qui ont été en burn-out. J'ai eu des démissions. J'ai désormais des médecins qui ne veulent plus travailler plein temps. Vous n'imaginez pas, mesdames et messieurs, si vous n'y êtes pas, l'état de dégradation extrême de notre système de santé dont on disait il y a quelques années qu'il était le meilleur du monde. Vous voyez comme les choses vont vite. Donc oui, je pense que c'est un sujet d'une très grande importance et extrêmement préoccupant. Donc la santé, je ferai en sorte qu'elle soit gérée d'une manière totalement différente de la manière dont elle est gérée aujourd'hui. Je décentraliserai la santé. Je confierai la totalité de la santé. Les agences régionales de santé, y compris l'ONDAM qui sera régionalisée, aux régions. Je veux faire confiance aux élus locaux parce que je sais une chose, c'est que les présidents de région, quand ils s'appuient sur les présidents de département et les maires, ils savent la réalité du terrain et ils s'adapteront aux choses. Donc je veux bouleverser le système de santé en la matière. Deuxièmement, je veux faire de la santé autre chose. Je créerai un ministère, non pas de la santé, ça existe déjà, mais un ministère des santé. Parce que, évidemment, la santé, c'est la médecine de ville, évidemment, la santé, c'est l'hôpital, évidemment, ce sont les maisons de retraite. Mais la santé, c'est aussi l'air que vous respirez, l'alimentation que vous mangez. La santé, c'est aussi la santé au travail, c'est la santé environnementale, c'est la santé animale. Tout ça, c'est une santé globale. Partout dans le monde, les gouvernants ont désormais cette approche globale. La santé, c'est de la recherche et c'est de l'enrichissement du pays. En Allemagne, 0,5% du PIB, vous vous rendez compte, c'est énorme, est dû simplement à l'invention de leur vaccin, le fameux vaccin Pfizer, dont vous avez tous entendu parler. 0,5% du PIB. Nous, en France, on a des hôpitaux qui tombent, des maisons de retraite donc, sur lesquelles il y a beaucoup de choses à dire, et on n'a plus de vaccins et plus de brevets. Nous disparaissons et nous devenons des objets de l'action politique mondiale. Ça, je n'en veux plus, et la santé aura son rôle à jouer. Bien, merci. Madame, le micro bleu. Madame l'adjointe à la culture. Merci Madame la Présidente. Bonsoir Monsieur. Marie-Laurence Maître, maire adjoint en charge de la culture, seconde circonscription de l'Aisne. Ma question porte tout naturellement sur le domaine de la culture. Aujourd'hui, la culture signifie inéquité de territoire et secteurs totalement oubliés, notamment le domaine de la musique.
Si vous n'avez pas un président de région à l'écoute, soucieux de rétablir un certain équilibre et dont les équipes viennent à notre rencontre sur le terrain, que faites-vous? Enfin, je souhaiterais remercier les représentants du Sénat qui nous ont sollicités au titre du plan de relance culture, nous, pauvres élus locaux, très souvent oubliés. C'est la première fois que j'ai été sollicitée, donc à ce titre, merci. Le plan de relance culture concerne essentiellement les compagnies en résidence, c'est très bien, mais pour qu'elles soient en résidence, il faut qu'il y ait des collectivités qui les accueillent et il ne faut pas éternellement considérer les collectivités comme les Américains qui vont suppléer à tout. Quelle vision donnerez-vous à la culture et quelle est votre position pour rapprocher les élus locaux des besoins avec l'État, bien évidemment? Merci. Primo Levi expliquait qu'une des caractéristiques de l'enfance, c'est comme les enfants n'avaient pas d'expérience personnelle, par définition, ce sont des enfants, ils avaient tendance à voir le monde en blanc et en noir, en gentil et en mauvais. Bref, qu'ils n'avaient pas conscience de la complexité des choses et du monde. La culture, elle permet justement à des enfants, puis à des jeunes, puis à des adultes, d'accumuler les expériences et d'avoir mieux conscience de la complexité des choses. La culture est indispensable à la formation de ce qu'on appelait au XVIIe siècle l'honnête homme, et aujourd'hui de ce qu'on devrait appeler aujourd'hui un citoyen éclairé. Donc la culture fait partie intégrante d'un programme politique au sens grec du terme. Comment la réanimer? Eh bien faire en sorte que chacun y ait accès. Aujourd'hui, on baptise culture tout et n'importe quoi. Moi, je crois à la nécessité de renforcer l'enseignement culturel à l'école. Tout commence par là. Comment s'ouvrir aux œuvres de l'esprit? Comment mieux aimer la France, si ce n'est s'immerger dans ces œuvres de l'esprit? Que ce soit la littérature, ou la sculpture, ou la musique, ou l'expression artistique dans toutes ses formes. Oui, donc, il n'y a pas de citoyen éclairé sans culture. Je ferai en sorte que cette culture retrouve dans l'école de la République toutes ses lettres de noblesse. On a trop souvent considéré que la culture devait passer après le reste, et on a trop souvent considéré que tous les arts se valaient. Je ne le crois pas. Je pense que les arts qui ont façonné le pays, la France, son histoire, notre modèle de civilisation, sont les arts qu'il faut tirer vers le haut et montrer aux jeunes enfants. Et enfin, dernière question. Vous avez la parole. Merci. Docteur, bonjour. Bonjour, docteur. Grégory... Bonjour, cher monsieur. Merci. Grégory Buisson, conseiller national, départemental de l'Isère et puis ancien conseiller municipal de Goncelingues, la capitale de Lannoy. Une question toute brève, médecine. Est-ce que vous êtes pour le vaccin obligatoire pour tous, tout simplement? Ah, question qui personne n'a, je pense, à penser pour l'instant. J'attends une réponse. Mais monsieur, vous avez raison. Merci. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question médicale. Ça aurait été une question médicale, je vous y aurais répondu aussi. Mais c'est une question qui dépasse la médecine. Parce que tous les samedis, on est embêté par des cas sociaux qui viennent nous embêter. Voilà, je dis le mot cas sociaux, j'ai le droit. Si avec cela, monsieur, voilà, nos samedis seraient plus calmes. Ouais, oh, bah, on peut s'en passer, je pense. Mais votre question est très pertinente. Merci. Tout d'abord, qu'il n'y ait aucune ambiguïté, puisque vous posez aussi la question aux médecins. Aujourd'hui, l'épidémie n'est pas terminée, il s'en faut beaucoup. Il s'en faut beaucoup. Et quand on vous dit ça remonte, on vous donne un nombre de cas. Je vous rappelle quand même qu'on teste moins aujourd'hui qu'on ne testait avant. Donc, deuxièmement, soyez conscient d'une chose. C'est que notre système de santé dont je vous ai parlé tout à l'heure est un système de santé qui est à l'os. S'il y avait le moindre début de commencement de ce qui nous est arrivé en mars 2020, nous ne pourrions pas tenir. Nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité, nous, le système de santé, de prendre en charge les hommes et les femmes de France.
Si demain il y a une épidémie de grippe un peu sévère, avec une augmentée des hospitalisations, nous ne pouvons pas non plus. Je veux que vous compreniez que la situation est d'une gravité extrême. Face à cela, qu'avons-nous comme possibilité d'action? Évidemment, les fameuses mesures barrières qui ont été très bien respectées par M. Castex, vous l'avez vu il y a quelques jours. Et puis, évidemment, la question de la vaccination. Le vaccin permet de diminuer la fréquence, pas de l'empêcher absolument. Il n'y a aucun médicament qui empêche rien absolument, mais qui diminue considérablement le risque de faire une forme grave. Donc c'est un outil dont il ne faut pas se passer. La difficulté de ce vaccin, c'est qu'au bout de quelques mois, probablement 6 mois, il est moins efficace. Moi, je suis favorable à l'ouverture immédiate du vaccin à tous ceux qui ont été vaccinés il y a plus de 6 mois, quel que soit leur âge. Parce que je veux sauver les fêtes de Noël. Je veux faire en sorte que le pays ne se retrouve pas dans une situation impossible où on ne peut plus soigner ceux qui n'ont pas le Covid, parce que c'est ça la situation. Nous ne soignons pas les autres parce que nous sommes submergés par le Covid. Rendez-vous compte qu'il y aura probablement quelques milliers de morts dans les années qui viennent d'un certain nombre de cancers qui n'ont pas été diagnostiqués à temps, qui n'ont pas été traités à temps, parce que nous avons un système qui est trop petit. Comprenez cela. Alors maintenant, vous me demandez, faut-il qu'elle soit obligatoire? Eh bien, je ne crois pas. Et je vais vous répondre pourquoi. C'est parce que l'État s'abîme, monsieur, à édicter des règles qu'il n'est pas capable de faire respecter. Moi, je ne sais pas comment faire en sorte de m'assurer que tout le monde est bien vacciné. Je ne sais pas vous y obliger. Déjà, cher monsieur, si nous arrivions à vacciner correctement, avec les 2 premières doses, la totalité de la population française, ça serait déjà bien. Vous savez que les Français âgés de 85 ans, qui sont essentiellement des Françaises, mesdames, les Français âgés de 85 ans sont moins vaccinés que les Français âgés de 45 ans aujourd'hui. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de la première étape. Donc, allons jusqu'au bout de la première étape. Décrétons que la 3e dose est ouverte à tous ceux qui veulent se vacciner après 6 mois, et après, nous nous poserons. Nous sommes extraordinaires en France. Nous créons des débats complexes, que parfois nous ne savons pas résoudre, en l'occurrence, faire respecter une obligation de vaccination, moi je ne sais pas le faire, en tout cas chez l'adulte, chez l'enfant j'ai quelques idées, mais chez l'adulte non. Et nous ne voyons pas qu'en fait nous ne sommes pas parfaits sur le reste des débats. Je me demande d'ailleurs si parfois ce n'est pas volontaire et si parfois le gouvernement n'est pas content de lancer comme ça des débats dont il sait qu'il n'y a pas de réponse. Ça lui évite de répondre à ses imperfections sur ce qu'il n'a pas fait bien, et Dieu sait qu'ils n'ont pas fait bien les choses. Voilà donc ma réponse, cher monsieur. Merci. Un mot de conclusion, Philippe. Merci, ma chère Annie. Bien écoutez, le mot de conclusion, il pourrait être de vous dire que c'est vrai, je n'ai pas le parcours identique à mes concurrents, comme pour l'expression consacrée. Je crois que néanmoins la droite tire un premier bénéfice considérable de cette élection, mon cher Christian, et c'est grâce à toi. C'est que de nouveau la droite existe. De nouveau, vous vous dites, oui, nous pouvons y arriver. Moi, je crois en la nécessité d'une équipe. Nous sommes divers. Nous avons des parcours divers, nous avons des approches diverses. On a vu nos approches diverses sur les services publics. On a vu nos approches diverses sur des questions internationales. Nous avons des visions diverses des choses, mais c'est ça qui fait la richesse de notre famille politique. Nous ne sommes pas, aux Républicains, une caserne où tout le monde marche en marche du même pas. Ce n'est pas ça, les Républicains. Les Républicains, c'est une famille plurielle où les hommes et les femmes acceptent de discuter ensemble de sujets sur lesquels ils se diffèrent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce qui les rapproche est de toute façon plus important que ce qui les sépare. C'est ça la droite républicaine, c'est ça la droite des Républicains. Comme moi, vous êtes la droite qui aime le travail, vous êtes la droite qui croit à ce travail, vous êtes la droite qui croit au service public, vous êtes la droite qui croit aux libertés. Vous êtes la droite qui croit que la France, plusieurs fois dans son histoire, a éclairé le monde. Et moi, je veux que ça soit toujours le cas.
Je veux que la France ne soit pas un objet dans le monde actuel, qui se voit imposer des dictates de l'extérieur parce qu'elle est devenue faible. Je crois en cette France qui fasse en sorte que, quand il y a des questions complexes, on se tourne vers elle. C'est toujours extraordinaire de penser que quand vous êtes à l'étranger et que vous dites que vous êtes français, on vous regarde toujours différemment. Parce que nous, la France, nous avons une parole particulière, bien supérieure au poids réel de notre économie, bien supérieure au poids réel de notre démographie. Parce que nous sommes tout simplement la France. Alors moi, je n'ai qu'un vœu à formuler, c'est que cette France que nous aimons, que cette France pour laquelle vous avez tant donné, cette France pour laquelle vos pères et vos grands-parents ont parfois donné leur vie et leur liberté, eh bien cette France, nous puissions la transmettre à nos enfants et nos petits-enfants en leur disant « Vous êtes désormais les gardiens de cette vieille histoire, c'est à vous de jouer. Mais pour ça, cette France, nous devons la réanimer. Vive la République et vive la France !»